C'est le temps du bilan de l'année 2021 du côté de la politique fédérale dans la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Et malgré la pandémie, la députée Christina Michaud est restée très active et il me fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui par Zoom. Bonjour, Madame Michaud. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, merci. Bien, justement, on va prendre un peu de vos nouvelles parce qu'on a su que vous avez contracté la COVID-19 là, dans la période des fêtes. Donc, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux. C'est les premières entrevues que je donne aujourd'hui. J'en ai fait quelques-unes, mais ça n'a pas été un super temps des fêtes pour moi. La COVID-19, je l'ai senti beaucoup avec des gros symptômes, ce qui a fait en sorte que j'ai été 10 jours à la maison, isolée, bien entendu, mais assez à terre en termes d'énergie, là. Bon, mal de tête, fatigue extrême, tout ce qui vient avec la COVID-19, les symptômes qu'on connaît bien. Alors, je me disais que je pourrais quand même partager mon expérience parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui pensent que c'est juste une Hmm. petite grippe, mais je vous confirme que pour l'avoir vécu, c'est pas juste une petite grippe. Puis vraiment, et tout le monde le vit différemment, là, particulièrement Omicron. Je connais des gens qui l'ont eu, que ça a été quelques jours, peut-être 3 jours, la toux, vraiment symptômes de grippe. Puis après ça allait mieux. Des gens qui sentaient pas de symptômes du tout et des gens comme moi qui l'ont eu plutôt difficile. Donc, je pense qu'il faut voir les systèmes immunitaires peut-être de chacun et voir comment ils prennent ça. Mais si vous connaissez des gens autour de vous qui sont atteints de la COVID-19, prenez des nouvelles d'eux. Si vous pouvez aller leur porter un petit panier d'épicerie, quelque chose, là, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui prennent des nouvelles de nous. 10 jours tout seul, c'est pas toujours évident. Alors, et bien entendu, je dirais à la population de continuer d'être prudent. On le voit avec les mesures en ce moment, c'est le retour à l'année dernière. On dirait qu'on est à peu près au même endroit, qu'on n'a pas bougé, mais Omicron, pour l'avoir vécu, est assez dangereux, assez intense. Alors vraiment, je conseillerais aux gens de continuer de se protéger, réduire les contacts le plus possible, puis on va finir par s'en sortir. Oui, puis c'est pour ça qu'il y a des mesures, justement, parce que le virus, il est là, c'est pas une invention, là, donc il faut être prudent, puis il faut être patient aussi. On en a encore pour plusieurs mois, peut-être quelques années aussi encore, donc il faut être patient, puis il faut prendre soin de nous. Exact. Donc, on va procéder au bilan. L'année 2021 a été quand même une grosse année pour vous. Bien, tout d'abord, il y a eu des élections. Donc, il y a eu les élections fédérales. Vous avez été réélu. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous que les gens de la circonscription vous aient donné à nouveau leur confiance? Ben écoutez, une élection, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie pour un candidat, mais pour toute une équipe aussi qu'on a derrière nous. Alors, je vous avouerai que même pas 2 ans après avoir été élue pour la première fois, j'étais pas prête et j'avais pas envie d'aller en élection, mais ça s'est bien passé et c'était à peu près au moment où on pouvait le plus déconfiner là, et le plus voir de gens. Alors, ça a fait du bien de retourner sur le terrain, de retourner à la rencontre des gens de la circonscription, mais c'était pas la première fois que je les revoyais depuis l'élection de 2019. Je pense que c'est un des beaux commentaires qui revenait souvent, le fait d'avoir été présente et de me le faire dire aussi que j'étais présente dans la circonscription malgré les nombreux allers-retours à Ottawa. Alors ça, c'était bien et les résultats, bien entendu, ont confirmé que les gens d'ici me faisaient confiance et pardonnez-moi, c'était vraiment une belle marque de confiance de se faire dire, ben, pour encore 4 ans, on est satisfait du travail qui est fait, puis on vous fait encore confiance. Donc, je pense que c'était vraiment un appui assez considérable. Là. 60% des voix, on voit pas ça souvent. Je pense que c'est le meilleur résultat des troupes bloquées. C'est probablement un des meilleurs résultats dans l'ensemble du Québec. Là. Alors, de voir que la population était majoritairement derrière moi, ça fait vraiment chaud au cœur, puis ça donne le goût de continuer à travailler fort, on va se le dire. C'est pas une petite job, c'est une job de tous les jours, Mhm. que ce soit la fin de semaine, le soir, on n'arrête pas beaucoup. Alors, C'est du de temps voir que plein, comme on peut dire. exactement, du très, très temps plein, alors de voir que les gens étaient satisfaits du travail fait, ben, c'est encourageant de continuer. Donc, vous avez obtenu aussi à nouveau le titre de vice-présidente à la sécurité publique. Et puis, le contrôle des armes à feu, bien, ça fait partie de vos champs de bataille. Donc, vous avez été très actif dans ce dossier-là.
On en est rendu où par rapport à tout ça? Ça a vraiment été 4 semaines chargées de travaux parlementaires parce que, bon, après l'élection, ça a pris 2 mois avant que M. Trudeau reconvoque les députés pour siéger à la Chambre des communes. Alors, on a eu une petite session parlementaire, mais assez intensive de 4 semaines. Et ça a été un moment où j'ai pu parler de ce dossier-là beaucoup parce qu'on l'a vu à Montréal, il y a eu plusieurs fusillades. À un moment donné, c'était presque chaque semaine. Presque chaque jour, on apprenait un nouveau décès des adolescents qui étaient tués par balle en pleine rue dans des quartiers qu'on connaissait pourtant pour être sécuritaires auparavant. Alors, c'est un fléau qu'on connaît moins dans une région comme la nôtre, mais quand même dans toutes les grandes villes au pays. Alors, j'en ai fait mon cheval de bataille. On a convoqué le ministre justement en comité parlementaire, donc reconvoquer le comité plus rapidement parce que normalement, on aurait commencé à siéger peut-être en février. Alors là, on l'a eu dès décembre. On a eu le ministre qui est venu témoigner, les gens qui sont à la tête des organisations comme la GRC, comme l'Agence des services frontaliers. Alors, on a quand même essayé d'aller chercher quelques réponses, voir quel était le plan du gouvernement pour lutter contre le trafic des armes. On sait que ça s'en vient beaucoup par la frontière américaine. Alors, il y a certainement des solutions à mettre en place. Ça va reprendre vers la fin janvier, début février. On va reprendre ce comité-là. Alors, j'espère vraiment qu'on pourra travailler ensemble. Mais il y a vraiment une bonne foi de la part de tous les partis qui avaient accepté à l'unanimité ma proposition et qui semblent vraiment vouloir travailler en ce sens-là. Alors, c'est quand même encourageant, il faut le dire. Donc, ça risque de bouger là, en 2022 dans ce dossier. Exactement. On va parler aussi du dossier de l'environnement, donc quelque chose que vous avez été très active en 2021. Et on parle aussi des changements climatiques. Vous avez même fait la conférence à Glasgow, en Écosse. Donc, c'est un dossier qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous avez fait là, en 2021 dans ce dossier de l'environnement? Bien, il y a eu plusieurs choses. Là. Si je remonte au tout début de 2021, j'ai déposé moi-même un projet de loi à la Chambre des communes pour que le Canada respecte ses engagements en matière de lutte au changement climatique, parce que c'est souvent ce qui arrive, même avec la COP26, on l'a vu, les pays ont des ententes internationales et s'engagent à l'international pour réduire leur empreinte ou quoi que ce soit, mais quand ils reviennent à la maison, ces engagements-là ou les ententes qu'ils ont signées, eh bien, ils ne sont pas contraignantes quand on revient à la maison, quand on revient au pays. Alors, on tentait d'en faire loi. Quand c'est une loi interne, bien, le Canada n'a pas le choix de respecter ces engagements-là qui sont devenus dans le droit interne du Canada. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement, parce que le gouvernement a déposé lui-même son projet de loi sur la carboneutralité pour 2050. Okay. Et c'est quand même un projet de loi qui ressemblait beaucoup au mien. C'est pour ça que le mien a été mis de côté. Et bien qu'on aurait aimé le bonifier davantage, le rendre un petit peu plus contraignant, c'est un projet de loi qui a été adopté et on en était assez satisfait quand même parce qu'il faut dire que le Canada n'avait pas de loi climat encore. Alors, pour un pays qui se dit leader dans la lutte au changement climatique, on voyait que les bottines ne suivaient pas nécessairement les babines. Oui. Alors, on voulait être cohérent aussi dans cette action climatique-là. Alors, avec la nomination du nouveau ministre à l'Environnement, c'est encourageant aussi en se disant, ben, il a peut-être l'expertise ou la conscience nécessaire pour poser les bons gestes parce que c'est une urgence, on le sent depuis longtemps. En ce moment, on combat la pandémie tous ensemble, là, tous les pays, mais l'autre grand enjeu, ce sera la crise climatique et il faudra faire plus. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en 2021. On a besoin de continuer, de ne pas lâcher en 2022 parce qu'on commence de plus en plus à sentir les effets des changements climatiques. Je voyais les chiffres ici, à quel point la hausse de la température avait été marquante là, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie dans la dernière année. Et ça a des impacts comme le fait que, bon, le fleuve s'en viennent sur la 132, par exemple, en Gaspésie, que nos infrastructures, on voit qu'elles sont de plus en plus vulnérables face au changement climatique. Alors, on aura besoin d'investir davantage dans la prévention, mais aussi pour après remettre tout ça en ordre. Là. Oui, puis c'est un dossier qui est quand même prioritaire parce que c'est pas d'hier qu'on parle du climat, là, ça fait plusieurs années, là, puis il y a une urgence d'agir, donc il faut que les choses bougent. Puis là, je suis content de voir là, que ça se passe, là, on en discute, puis qu'il va y avoir des actions qui devraient être prises là, dans les prochaines années. On le souhaite.
On le souhaite, on n'a pas le choix de le faire parce que c'est nous on sera les premières victimes de ça. Je pense que la planète va se régénérer à un moment donné, mais l'humain ne survivra pas. Alors, si on veut protéger notre propre survie, je pense qu'on n'a pas le choix de poser les actions nécessaires et on sait que la pollution, les changements climatiques sont causés par l'activité humaine. Alors, on n'aura pas le choix de collectivement changer nos façons de faire, changer notre économie aussi. Je pense que ça fait partie de ça, investir davantage dans les énergies renouvelables, par exemple, plutôt que dans les énergies qui sont les plus polluantes, le pétrole, le gaz. Donc, il faudra changer nos façons de faire assez rapidement. Il aurait fallu le faire hier, mais là, bon, je sais que les gens veulent travailler là-dessus en 2022, alors c'est une bonne nouvelle. La situation des aînés vous a préoccupé beaucoup, surtout avec l'arrivée de la pandémie. Vous avez travaillé fort dans ce dossier-là. C'est quoi vos recommandations là, pour les aînés? Mais écoutez, vous voyez comme tout le monde le coût du panier d'épicerie qui augmente, le coût de la vie en général qui augmente et les sous que peuvent recevoir des aînés à la retraite, par exemple, eux, c'est pas nécessairement indexé et l'aide qu'ils reçoivent n'est pas augmentée comme le coût de la vie augmente. Alors, je pense qu'on a besoin d'apporter un soutien à ces gens-là, les plus vulnérables. Et on le voyait, là, la pandémie a touché particulièrement les aînés, que ce soit en les touchant directement dans leur santé, mais aussi santé mentale. L'isolement, c'est pas toujours facile. On les coupe de toute leur activité quotidienne. Alors, je pense que de leur donner cette justice-là, je pense qu'on parle de justice sociale. Je pense que c'est une priorité. Bien, ça l'a toujours été pour le Bloc québécois, puis ça doit l'être pour le gouvernement aussi. Et on a réussi là, dans les dernières semaines de travaux parlementaires à aller régler une injustice, justement, des aînés qui avaient pu bénéficier de la PCU et qui avaient été coupés par la suite dans leurs revenus. Ça devait pas être ça, là, parce qu'on leur avait dit, oui, oui, vous pouvez prendre la PCU et tout va bien aller, vous ne serez pas pénalisés, et ils l'ont été. Alors, on a pu négocier ça avec le gouvernement, faire en sorte que ces gens-là soient remboursés. On aurait aimé ça qu'ils le soient rapidement. On a su que ce serait un chèque unique au courant de 2022, peut-être en mai, ce qui nous apparaît assez tard, mais on continue le combat pour que la sécurité de la vieillesse soit augmentée. On parlait de 110 par mois il y a déjà 2 ans. Alors, on voit le coût de la vie augmenter comme ça. Je pense qu'il faudra ajuster, mais certainement qu'on peut aider les aînés davantage. Ça va coûter cher au gouvernement, mais je pense que de ne pas le faire, ça va nous coûter encore plus cher au final. Alors, je pense que ces gens-là le méritent. Oui, il faut toujours dire, on est toujours mieux de dépenser pour prévenir que de dépenser pour guérir, parce que des fois, ça coûte plus cher de dépenser pour guérir. Exactement. La nation québécoise est un sujet qui a été discuté beaucoup en 2021. Est-ce que vous croyez que la souveraineté, je le dis pas, souveraineté est encore possible aujourd'hui? Je pense que oui, puis je pense qu'on peut faire plein de liens qu'on pouvait peut-être pas faire auparavant. Et je suis justement en train de lire un ouvrage qui a été rédigé par Sylvain Gaudreault, donc un ancien collègue qui est député du Parti québécois de Jonquière et qui a toujours été très, très impliqué en environnement et qui fait un lien entre la lutte au changement climatique et la souveraineté du Québec parce que je pense que non seulement on peut aller chercher l'intérêt des jeunes qui n'ont pas nécessairement connu les années des référendums et tout ça, et qui peut-être sont moins au courant de la situation politique québécoise. Et alors, de voir les liens qu'on peut faire, le fait que le Québec peut être un leader mondial en matière d'énergie verte, d'énergie renouvelable. On a déjà toutes ces ressources-là, ce qu'on a fait avec Hydro-Québec, par exemple, les éoliennes, on a l'expertise ici en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. Alors, je pense qu'on pourrait vraiment tirer notre épingle du jeu et mieux faire que les provinces voisines ou que justement les pays voisins. Alors, je pense qu'il y a quelques liens comme ça qu'on peut faire et je pense que la pandémie aussi nous a fait réaliser que des fois, le gouvernement du Québec faisait mieux que le gouvernement du Canada et que des fois, c'est assez choquant de devoir toujours aller demander l'argent au gouvernement fédéral et de ne pas pouvoir faire les choses nous-mêmes. Alors, seulement se gouverner soi-même, je pense que c'est une bonne raison de faire la souveraineté du Québec. Alors, je pense que c'est un sujet qui sera toujours d'actualité. Il faut trouver d'autres façons de le remettre à l'actualité et de le remettre au goût du jour peut-être, mais justement d'entendre des jeunes en parler, d'entendre les liens qu'on peut faire avec l'environnement, je pense que ça peut aller chercher plusieurs personnes et aller chercher leur intérêt. Alors oui, c'est encore possible. Bon. Bien, avant de terminer, ça va être quoi vos priorités pour 2022?
Mais il y en a plusieurs. Je vous dirais qu'il y a plusieurs dossiers régionaux qui traînent sur les bureaux de certains ministères depuis plusieurs années. On aimerait donc que ça se débloque. Alors, j'espère que 2022, ce sera l'année où on pourra débloquer ces dossiers-là de transport régional, transport ferroviaire, transport aérien, les quais également. On sait qu'il y a plusieurs municipalités qui veulent acquérir des quais qui sont en ruine, il faut le dire, là, qui sont plus accessibles en ce moment et qu'on pourrait en faire un attrait touristique, mais il y a des négociations à avoir avec le gouvernement fédéral pour que l'enveloppe qui suit soit suffisante pour faire les travaux. Alors, il y a beaucoup de dossiers comme ça sur la table qu'on aimerait voir avancer. Bien entendu, j'ai l'impression qu'encore en 2022, on va beaucoup parler de la pandémie parce qu'on n'a pas le choix en tant qu'élu, en tant que législateur, de mettre en œuvre et de négocier là, des programmes d'aide pour autant pour les particuliers que pour les entreprises. On sait que c'est jamais facile pour les entreprises. Encore une fois, les restaurants qui sont fermés, plusieurs commerces qui doivent fermer leurs portes en raison de la pandémie. Alors, je pense que la priorité, c'est d'apporter de l'aide à ces gens-là et de trouver une façon de vivre au final avec le virus parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas notre dernier variant. Alors, je pense que ce sera beaucoup cette responsabilité-là qui nous incombe en tant qu'élus, ce partage d'informations-là, cette sensibilisation aussi par rapport à la pandémie, par rapport au virus. Et d'un côté, on va essayer de faire avancer des dossiers régionaux, des dossiers comme la réforme de l'assurance-emploi, comme le trafic des armes à feu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut régler à côté, même en travaillant pour régler la pandémie, pour les changements climatiques également. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche. On ne devrait pas s'ennuyer en 2022. Il va y avoir beaucoup de travail à faire. Bien, merci beaucoup, Mme Michaud. Puis pour 2022, bon, on va vous souhaiter de la santé. Hein? Vous avez été victime de la COVID, fait que vous savez c'est quoi quand la santé n'est pas là. Donc, on va vous souhaiter de la santé, puis 4 belles années là, encore là, de travail. On n'est pas inquiet. Vous allez bien nous servir. Je suis persuadé. Bien, merci beaucoup. Bonne année à vous aussi, à toute l'équipe, puis aux auditeurs également. Merci beaucoup. À bientôt.